Le café était niché dans une rue latérale tranquille du quartier de Lincoln Park à Chicago, si calme que je pouvais entendre le grincement lent et rythmé du vieux ventilateur de plafond au-dessus de nos têtes. Ethan était assis en face de moi, son costume Tom Ford bleu marine parfaitement ajusté à sa grande silhouette, respirant le succès et la sophistication, une sophistication qui me semblait désormais étrangère et calculée. Il ne cessait de jeter des coups d'œil à sa montre, ses doigts tambourinant un rythme agité sur la table en bois tachée par l'eau. Je savais qu'il était pressé. Non pas pour retourner au bureau afin de conclure un accord de plusieurs millions de dollars, comme il avait l'habitude de mentir, mais pour se rendre à l'hôpital avec Chloé. Son assistante personnelle, Chloé, était enceinte du fils qu'il avait toujours désiré. Ethan fit glisser les papiers du divorce signés sur la table vers moi, ainsi qu'une carte de crédit noire brillante. « J'ai déjà signé », dit-il d'une voix égale mais froide. « Signe simplement ta partie. Je te laisse le vieux condo dans la banlieue. Considère cela comme un gage pour nos années passées ensemble. Je garde Léo. Le niveau de vie à ma maison est meilleur. Tu ne ferais que le rendre malheureux en le traînant avec toi. » Je ramassai les papiers, mes yeux parcourant le texte juridique aride. 5 ans de ma jeunesse, 5 ans de sacrifice et de construction d'un foyer, désormais évalué à un condo délabré et à la renonciation de ma maternité. Je ne ressentis pas la douleur vive à laquelle je m'attendais. Peut-être que la déception avait usé le nerf jusqu'à former un cal insensible. Je posai les papiers et repoussai doucement la carte de crédit vers lui. Je le regardai directement dans les yeux, mon regard si calme qu'il le fit tressaillir. « Je vais signer, dis-je. Mais j'ai une condition. Je ne veux pas du condo. Je ne veux aucune pension alimentaire. Et je ne me battrai pas pour la garde de Léo. Je veux emmener ta mère, Diane, avec moi. Je m'occuperai d'elle. » Ethan se figea, les yeux écarquillés d'incrédulité, comme si je venais de raconter la blague la plus ridicule du monde. Il me fixa, cherchant le moindre signe de folie, mais il ne trouva qu'une résolution inébranlable. Diane, sa mère, cette femme d'une petite ville qui s'était épuisée au travail pour lui, était devenue distraite et confuse au cours des 2 dernières années. Parfois, elle ne pouvait même plus contrôler sa propre hygiène. Pour Ethan et sa jeune maîtresse branchée, elle n'était rien de plus qu'une ancre, les empêchant de mener la vie glamour qu'ils envisageaient. Chloé avait déjà fait plusieurs allusions peu subtiles sur le fait de placer Diane dans une maison de retraite d'état bon marché pour s'en débarrasser, mais Ethan hésitait, craignant le jugement de sa famille élargie. Le visage d'Ethan se détendit, l'étonnement fondant pour laisser place à une joie pure, comme si un poids de 1000 livres venait d'être levé de ses épaules. Il essaya de réprimer un sourire triomphant, mais la lueur dans ses yeux le trahit. Il sortit rapidement son téléphone, ses pouces volant sur l'écran. Un instant plus tard, mon téléphone retentit du son stérile d'une notification bancaire. Les lèvres d'Ethan se retroussèrent en un ricanement, sa voix dégoulinant de condescendance. « Je viens de te transférer 5000 $. Considère cela comme un rappel de salaire pour t'être occupé d'elle, plus son premier mois de dépenses. Tu es une vraie idiote, tu le sais? Prendre une telle charge alors que tu aurais pu partir l'esprit libre. » Je jetai un coup d'œil à la notification de transfert, une amertume sans nom montant dans ma gorge. 5000 $. C'était le prix que ce fils brillant avait mis sur la tête de la mère qui lui avait donné la vie, qui avait vendu tout ce qu'elle possédait pour payer ses études universitaires et son école de commerce. À ses yeux, sa mère était désormais une marchandise usée à liquider le plus rapidement possible. Je rangeai mon téléphone, pris le stylo et signai les papiers du divorce d'une main ferme et assurée. Ma signature n'était pas tremblante, elle était aussi nette que ma décision de rompre ce lien toxique. Ethan ramassa le document, soufflant doucement sur l'encre. Son visage rayonnait comme s'il venait de conclure l'affaire de sa vie. Il se leva, ajustant sa cravate, et me parla sur le ton patronisateur d'un supérieur. « Ces 5000 $ m'achètent une conscience tranquille. Tiens ta parole. Si elle tombe malade ou si elle décède, ne t'avise pas de la ramener chez moi. À partir de maintenant, c'est ta mère. Elle n'a plus rien à voir avec moi. » Je restai assis en silence, regardant son dos disparaître à travers la porte vitrée. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues rayures de lumière fragmentées à travers le café, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air. Je pris une gorgée de mon café désormais froid. Le goût amer tapissa ma langue avant de glisser dans ma gorge aussi amer que le cœur humain. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait avec 5000 $ et une belle-mère souffrante, mais je savais que je venais de faire la chose la plus juste de ma vie.
J'avais lâché un mari sans valeur et gardé pour moi une part d'humanité chaleureuse. Le lourd portail en fer du manoir de Wanetka s'ouvrit dans un crissement semblable au cri d'agonie de notre mariage brisé. J'entrai dans la cour familière, où chaque plante et chaque brin d'herbe avaient été soignés par ma main, mais qui semblait maintenant d'une désolation glaciale. L'air à l'intérieur de la maison était étouffant, le parfum entêtant de Chloé flottant partout, masquant l'odeur chaude et accueillante de cannelle que j'avais l'habitude de laisser mijoter sur la cuisinière. Diane était recroquevillée dans un coin de la cuisine, tenant un dîner au micro-ondes froid et figé. Elle mangeait mécaniquement, ses yeux troubles fixant le vide tandis qu'elle marmonnait des phrases dénuées de sens. Mon cœur se serra à cette vue. Ethan, avec ses voitures de luxe et ses vêtements de créateur, laissait sa propre mère manger des restes dans sa maison. Je m'approchai d'elle, posant une main douce sur son épaule. « Maman, je suis là pour t'emmener avec moi. As-tu fini de manger ? Je vais nettoyer. » Diane leva les yeux, son regard vide rencontrant le mien. Pendant une fraction de seconde, je vis un éclair d'intelligence vive et lucide dans ses yeux, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu, remplacé par la même stupeur familière. Elle s'agrippa à mon bras, sa main fine et tachée de vieillesse tremblant comme une personne qui se noie saisissant une bouée de sauvetage. Dans le salon, notre fils Léo était affalé sur le canapé en cuir italien importé, les yeux rivés sur son iPad. Les sons discordants d'un jeu vidéo remplissaient la pièce. À seulement 5 ans, il portait déjà des lunettes épaisses, son corps était empâté par trop de repas de restauration rapide. Je m'approchai, voulant le serrer dans mes bras une dernière fois avant de partir. Bien que je ne me sois pas battu pour sa garde, le lien maternel était indéniable. « Léo » appelai-je doucement. « C'est maman. Je pars maintenant, mon chéri. » Il ne se retourna même pas. Il recula, sauta du canapé et courut se cacher derrière Ethan. Ethan se tenait là, les mains dans les poches, un sourire victorieux aux lèvres. De derrière les jambes de son père, Léo m'observa avec des yeux d'étranger remplis d'une animosité glaçante. Sa voix d'enfant était claire, mais ses mots étaient aussi cruels qu'un couteau. « Papa dit que tu es nul, maman. Tu devrais partir. Je ne veux pas vivre avec toi. Je veux vivre avec papa et Chloé. Chloé m'achète des V-Bucks et de la pizza. Toi, tu me fais juste faire mes devoirs et manger des légumes. » Je restai pétrifié sur place. Ces paroles innocentes furent comme un seau d'eau glacée jeté au visage, me provoquant une clarté douloureuse. Pendant tout ce temps, Ethan et Chloé avaient empoisonné l'esprit de mon fils, le transformant en un écho égoïste et matérialiste d'eux-mêmes. Je réalisais que j'avais perdu mon fils il y avait longtemps pas sur le papier, mais dans son cœur et son esprit. Même si je me battais, pleurais et suppliais maintenant, je ne ferais que retenir son corps. Son âme appartenait déjà au monde scintillant des possessions matérielles. Chloé descendit l'escalier, un verre de jus d'orange fraîchement pressé à la main. Elle portait une fine robe de maternité en soie, son ventre montrant une légère courbe. Elle glissait dans la pièce comme si elle en était déjà la propriétaire légitime. Elle me jeta un coup d'œil, puis regarda la petite valise que j'avais préparée près de la porte, sa voix dégoulinant de mépris. « As-tu bien vérifié tes affaires ? Assure-toi de n'avoir rien pris par mégarde qui appartient à cette maison. Même les fourchettes et les cuillères ont été achetées avec l'argent d'Ethan. Prends tes clics et tes claques et sors. » Ethan ne dit rien, se contentant de caresser les cheveux de son fils avec un regard de fierté, approuvant tacitement l'insolence de sa maîtresse. J'avalai mes larmes, refusant de m'abaisser à son niveau. Je me tournai et aidai Diane à se lever, jetant son sac en toile usé sur mon épaule. Diane se tint debout, un peu chancelante, et regarda Ethan une dernière fois. Ce n'était pas un regard de regret, mais un regard de finalité, chargé d'un sens tacite. Puis elle se tourna vers moi, sa main serrant mon bras comme pour me donner de la force. Je conduisis Diane vers la sortie, laissant derrière moi le manoir magnifique mais sans cœur. Je ne regardais pas en arrière vers Ethan, vers Chloé ou vers le fils que j'avais mis au monde. « Adieu », dis-je à Ethan, d'une voix égale mais ferme. « J'espère que tu ne le regretteras pas un jour. » Ethan éclata de rire, un son fort et creux qui résonna dans l'espace calme. « Regretter ? Tu devrais t'inquiéter pour toi-même. Voyons combien de temps vous tiendrez toutes les deux avec 5000 $. Le portail de fer se referma derrière nous avec un bruit sourd et définitif. J'aidai ma belle-mère à descendre l'allée d'asphalte chaude, les ombres de 2 femmes, une vieille et une jeune, s'étirant longues et déformées à côté de nous. Bien que je n'eusse qu'une petite somme d'argent et un avenir incertain devant moi,
je me sentais étrangement, incroyablement légère. C'était comme si je venais de sortir d'une prison qui avait enfermé mon âme pendant des années. Je serrai sa main et murmurai, « Partons, maman. À partir de maintenant, c'est juste toi et moi. » Diane ne parla pas, hochant seulement légèrement la tête, mais sa main serra la mienne plus fort que jamais. Le taxi s'éloigna du trottoir. J'étais assise à l'arrière, tenant toujours la main frêle de ma belle-mère. Diane restait calme, serrant un sac cabas en plastique rouge délavé, le seul bagage qu'elle avait apporté de la maison qu'elle avait passé sa vie à bâtir. Je savais qu'à l'intérieur ne se trouvaient que quelques vieilles robes de chambre, un flacon de pommade au menthol et quelques noix de bétel séchées. La vue me fit piquer les yeux, un mélange de pitié et de tristesse me nouant la gorge. Nous nous arrêtâmes devant un modeste complexe d'appartements au fond d'une petite ruelle à la périphérie de la ville. J'avais secrètement loué cet endroit il y a quelques jours quand le pressentiment de mon départ était devenu indéniable. La pièce faisait à peine 15 mètres carrés. La peinture sur les murs était jaunie, mais c'était propre et calme. J'aidai Diane à entrer et l'assis sur le simple lit jumeau. L'odeur de renfermé d'une location bon marché remplissait l'air, à des années-lumière des huiles essentielles coûteuses du manoir. Étrangement, je pouvais mieux respirer ici. Je lui versai un verre d'eau tiède et m'apprêtais à commencer à déballer mes affaires quand Diane me saisit soudainement la main. Sa prise était si forte qu'elle me fit sursauter. Je me tournai pour la rassurer comme je le faisais toujours avec les personnes âgées confuses, mais les mots moururent sur mes lèvres. La femme devant moi n'était plus la vieille dame effrayée et hébétée des dernières années. Diane se redressa, ses yeux autrefois troubles étaient maintenant vifs et brillants d'une lueur autoritaire. Elle posa le verre sur la table, sa voix stable et claire sans aucune trace de confusion ni de tremblement. « Mia, as-tu fini de pleurer? Si oui, verrouille la porte et assieds-toi. J'ai quelque chose à te montrer. » J'étais stupéfaite, figée sur place pendant quelques secondes, incapable de croire ce que j'entendais. Diane soupira et me fit asseoir à côté d'elle. Sa main caressa doucement mes cheveux en bataille, un geste tendre qui fit remonter mes larmes. « Je suis désolée de t'avoir trompée ces 2 dernières années, ma chère, dit-elle, la voix triste mais ferme. Si je n'avais pas fait semblant d'être sénile, comment aurais-je pu voir le véritable cœur noir de mon propre fils? Comment aurais-je pu savoir qui se souciait vraiment de moi? » Sur ce, elle rapprocha le vieux sac cabas. Elle en sortit les vieux vêtements du dessus, puis fouilla tout au fond, là où une doublure en tissu floral avait été discrètement cousue. À l'aide d'une petite paire de ciseaux, elle coupa soigneusement les points et en sortit un carnet relié en cuir noir aux bords effilochés et une minuscule clé USB. Je regardais les objets, puis je la regardais, mon esprit tourbillonnant de questions. Diane ouvrit le carnet, feuilletant des pages remplies d'une écriture méticuleuse et de colonnes de chiffres. Elle pointa une page du doigt, sa voix se durcissant. « Regarde ici. Voici la date et l'heure où Ethan a retiré de l'argent du compte de l'entreprise pour acheter cette voiture à Chloé. Et voici le prêt à taux élevé qu'il a contracté auprès de ces requins, prétendant que c'était pour l'expansion de l'usine, mais il a en réalité tout investi dans la crypto-monnaie sur les conseils de cette sorcière. Mon esprit était peut-être parti, continua-t-elle, mais mes oreilles n'étaient pas sourdes et mes yeux n'étaient pas aveugles. Chaque fois qu'il complotait dans son bureau, il pensait que je n'étais qu'une vieille folle jouant avec des babioles dans le couloir, alors ils n'ont jamais surveillé leurs paroles. Je tenais le carnet, les chiffres dansant devant mes yeux, formant un tableau complet de la trahison et de la déchéance morale d'Ethan. La richesse et le succès dont il se vantait n'étaient qu'une coquille vide, pourrie de l'intérieur. « Maman, comment savais-tu tout cela ?» demandai-je, la voix tremblante. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Diane me regarda, les yeux brillants. « À quoi bon te l'avoir dit, mon enfant? Juste pour te faire souffrir plus tôt ?» J'étais prête à fermer les yeux, espérant qu'il évacuerait cela de son système et retrouverait ses esprits. Mais le jour où Chloé s'est installée, quand tu étais sorti, elle a osé me jeter un bol de soupe chaude dessus. Et Ethan. Il est resté là et a regardé sa mère se brûler sans dire un mot. C'est là que j'ai su que j'avais perdu mon fils. J'ai eu tort de le gâter, de le laisser devenir un monstre aussi ingrat. Mais j'ai eu de la chance, car le ciel m'a compensé avec une fille, toi. Elle pressa la clé USB dans ma main, sa voix devenant sérieuse. Il y a ici des copies de toutes les transactions secrètes et des enregistrements audio que j'ai réussi à obtenir avec le vieux mini-enregistreur de ton beau-père. Je ne comprends pas grand être à la technologie, mais je sais que c'est important. Garde-le. Ce sera notre arme.
Les 5000 dollars qu'il t'a donnés aujourd'hui ne sont que de la petite monnaie, Mia. Nous ne partons pas les mains vides juste pour qu'il puisse se moquer de nous. Je l'entourai de mes bras et sanglotai non de chagrin, mais d'un élan d'émotion accablant. Dans cette petite pièce humide, une flamme chaleureuse d'amour et de confiance s'alluma entre deux femmes sans lien de parenté. Je réalisai que je n'étais pas seul dans ce combat. J'avais une mère à mes côtés, une vieille femme avec plus de sagesse et de courage que quiconque je connaissais. Cette nuit-là, dans un sommeil agité dans un nouveau lieu, je rêvais que je marchais sur une longue route, tenant la main de ma belle-mère. Au bout de la route se trouvait une lumière éclatante, et derrière nous, la longue ombre d'un passé douloureux. Le lendemain matin, une faible lumière solaire filtrait à travers l'étroite fenêtre, me tirant d'une nuit de rêve sans repos. Diane était déjà réveillée, assise à une petite table en plastique, lissant soigneusement les documents importants qu'elle avait apportés. En voyant son dos voûté, mon cœur se remplit d'une tendresse infinie. Elle se tourna et sourit doucement. « Tu es réveillée, ma chère ? Va prendre ton petit déjeuner. J'ai acheté des bagels à la boutique du coin. » Ce simple geste me sembla plus réconfortant que n'importe quel petit déjeuner somptueux que j'avais dû préparer pour mes beaux-parents exigeants. Après notre simple repas, Diane posa solennellement un dossier épais sur la table. Il contenait les documents juridiques qu'elle avait gardés comme un trésor pendant des années. Elle commença à expliquer l'origine des actifs qu'Ethan gérait. Il s'avéra que l'entreprise familiale actuelle, Harrison Packaging Solutions, n'avait pas été bâtie par Ethan, comme il s'en vantait si souvent. C'était l'œuvre de toute une vie de mon défunt beau-père. Lorsqu'il est décédé subitement, Ethan était trop jeune et immature. Ainsi, Diane, en tant qu'héritière légale, détenait 60% des parts fondatrices et les actes de propriété de tous les terrains de l'usine. Diane prit une gorgée de thé, baissant la voix. À l'époque, j'avais pitié de lui. Il sortait tout juste de l'université et voulait un titre pour l'aider dans le monde des affaires. Alors, j'ai signé une procuration, lui donnant le contrôle de la gestion. Je me suis dit, je vieillis. Tout cela lui appartiendra ainsi qu'à ses enfants tôt ou tard, alors qu'importe le nom sur le papier. Mais j'avais tort. Le pouvoir et l'argent entre les mains de quelqu'un sans morale deviennent une épée à double tranchant. Je feuilletai les pages. Les sceaux officiels semblaient confirmer le pouvoir absolu de la femme assise devant moi. Selon les documents, Ethan n'était qu'un PDG salarié. Diane était la présidente du conseil d'administration détenant l'autorité ultime. Pendant des années, Ethan avait habilement caché cette vérité, faisant croire à tout le monde y compris à moi et aux employés de l'entreprise qu'il était le seul propriétaire. Il avait utilisé sa confiance et sa sénilité pour manipuler les comptes, siphonnant lentement les actifs vers des sociétés écrans enregistrées au nom de Chloé. Diane pointa une clause cruciale dans l'accord de procuration. Lis attentivement cette partie. Cet accord a une durée de 5 ans et se renouvelle automatiquement à moins qu'un avis de résiliation ne soit émis par la partie mandante. Et plus important encore, si la partie autorisée commet un manquement grave à l'éthique, cause des dommages aux actifs, ou ne remplit pas son devoir de diligence envers la partie mandante, cette dernière a le droit de résilier unilatéralement et immédiatement toute autorité. Je levai les yeux vers elle, le cœur battant. Ethan avait signé son propre arrêt de mort lorsqu'il m'avait forcé au divorce et jeté sa propre mère à la rue. Il pensait qu'avec 5000 dollars et un document signé, il était libéré de son fardeau. Il n'avait aucune idée que son acte insensible venait de déclencher la clause même qui le dépouillerait de son pouvoir. Diane me regarda, les yeux résolus. Hier, il a signé un papier renonçant à sa responsabilité légale de s'occuper de moi et m'a confié à toi. Son propre avocat en a été témoin parce qu'il avait peur que je revienne plus tard réclamer une part de ses biens. Il ne sait pas que ce papier même me justifie légalement à te transférer ma pleine autorité de tutelle et de gestion de mes actifs. Mia, à partir de maintenant, tu seras ma représentante légale. Tu vas reprendre ce qui appartient à cette famille. Je serrai le dossier, sentant son poids dans mes mains. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question d'honneur et de justice. Il a vendu sa mère pour 5000 dollars, continua Diane, sa voix aussi dure que celle d'un général avant la bataille. Une sacrée affaire, n'est-ce pas? Mais il va le payer de toute sa carrière et de sa réputation. Je ne me soucie pas de l'argent, Mia. Je regrette seulement de ne pas avoir réussi à l'élever pour en faire un homme bon. Cette fois, je vais lui donner une dernière leçon, une leçon sur le karma. Je regardai profondément dans ses yeux et j'y vis non pas une haine aveugle, mais la douleur profonde d'une mère forcée de punir son propre enfant pour sauver le peu d'humanité qui lui restait.
Je saisis sa main et hochai la tête fermement. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne te décevrai pas. Nous reprendrons tout, non par cupidité, mais parce que nous ne pouvons pas laisser le mal triompher. Les premiers jours dans notre petit appartement furent étonnamment paisibles. Il n'y avait plus de tirades d'ivrogne d'Ethan, plus de regards condescendants de sa maîtresse. Je commençais à m'adapter à ma nouvelle vie, utilisant les maigres $5000 et les anciens contacts de Diane pour lancer une petite entreprise en ligne vendant des produits biologiques de ferme locale. Diane, malgré son âge, était vive comme l'éclair. Elle m'apprit comment trouver les meilleurs produits et comment négocier avec les grossistes. Ma belle-mère Cutéreux s'avéra être une encyclopédie vivante des affaires et des relations humaines. Notre minuscule appartement était toujours rempli de l'odeur réconfortante de la nourriture et du son des rires 1000 fois plus chaleureux que ce manoir froid. Un après-midi, alors que j'étais occupé à emballer des commandes, mon téléphone sonna. Le nom d'Ethan, que je n'avais pas encore pris le temps de changer, s'afficha sur l'écran, faisant bondir mon cœur. J'hésitais avant de répondre, mettant le haut-parleur pour que Diane puisse entendre. L'autre bout de la ligne explosa en cris mêlés à des bruits d'objets jetés. « Pourquoi as-tu mis autant de temps à répondre? Où as-tu mis ma cravate bleu marine? Et les dossiers pour le projet B? J'ai retourné toute la maison et je ne les trouve pas. Reviens ici tout de suite et trouve-les pour moi. Dépêche-toi. Je suis en retard pour une réunion. » Son ton était aussi arrogant et méprisant que jamais, comme si j'étais toujours la domestique à demeure, et non son ex-femme. Il était habitué à ce que je prépare ses repas, repasse ses vêtements et organise parfaitement ses documents. Maintenant que j'étais parti, son royaume parfait avait sombré dans le chaos. Je pouvais l'imaginer frénétique et en sueur, fouillant dans une montagne de vêtements sales, tandis que sa précieuse Chloé était probablement en train de se faire une manucure ou de faire la grasse matinée, ne levant certainement pas le petit doigt pour l'aider. Je répondis calmement, ma voix glaciale. « Ethan, je pense que tu as oublié que nous sommes divorcés. Je ne suis plus ton assistante. Tes cravates, tes dossiers. Trouve-les toi-même ou demande à ta chère nouvelle partenaire de le faire. Ne m'appelle plus pour me déranger. » Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout. Il était probablement choqué par mon ton ferme, auparavant, un seul de ses soupirs m'aurait fait paniquer. Il hurla, « Tu oses me parler comme ça? Sans moi, tu n'es qu'une femme inutile. Reviens ici. Je te donnerai $500. Trouve mes affaires et ensuite dégage. » Je ris, d'un son amer et creux. $500? Croit-il qu'il peut acheter ma dignité? Diane secoua la tête de dégoût à côté de moi. Garde ton argent pour une thérapie, Ethan, dis-je, d'une voix définitive. Adieu. Je raccrochai et bloquai son numéro. La tonalité sans fin de son côté a dû le rendre assez furieux pour fracasser son téléphone coûteux. Je me tournai vers ma belle-mère et la vis regarder par la fenêtre, les yeux remplis d'une profonde tristesse. Il a eu la vie trop facile, Mia, dit-elle doucement. Quand son père est mort, nous avons lutté. Il savait comment faire sa propre lessive, comment cuisiner pour lui-même. Maintenant, avec un peu d'argent, il a oublié comment être un être humain. L'histoire de l'appel d'Ethan fut vite oubliée au milieu de la routine quotidienne. Mais bien que je sois parti, j'avais toujours une image claire de ce qui se passait dans l'entreprise. Non pas parce que cela m'importait, mais parce que Diane avait toujours ses fidèles des employés vétérans de l'époque de son mari qui étaient dégoûtés par l'arrogance d'Ethan. Grâce à leurs messages discrets, j'appris que Chloé révélait son vrai visage, pompant la vie de l'entreprise comme un parasite. Avec le titre de future Madame Harrison et un ventre qui s'arrondissait, elle s'était octroyé un pouvoir absolu. Son premier acte ne fut pas d'apprendre le métier, mais de purger quiconque n'était pas d'accord avec elle. Le chef comptable, un homme qui travaillait dans l'entreprise depuis 15 ans, fut licencié pour avoir refusé d'approuver ses dépenses personnelles extravagantes déguisées en frais de réception client. À sa place, Chloé fit venir une flopée de ses parents non qualifiés, les installant à des postes clés pour faciliter la manipulation des fonds. L'entreprise sombra dans le chaos. Les commandes étaient retardées. Des produits défectueux étaient retournés par des clients en colère, mais personne n'osait le signaler à Ethan, craignant la fureur de Chloé. Ethan, pendant ce temps, était perdu dans un brouillard de victoires et dans les projets immobiliers fantaisistes que Chloé faisait miroiter devant lui. Il n'avait aucune idée que les fonds de réserve de l'entreprise, qui lui avait foolishly confiés, étaient siphonnés quotidiennement pour financer sa collection de sacs de créateurs, ses soins au spa et son train de vie somptueux.
Un après-midi, Maria, la vieille femme de ménage de l'entreprise, appela secrètement Diane. Sa voix tremblait au téléphone. « Madame Harrison, vous devez dire à Mia de faire quelque chose. L'entreprise va s'effondrer. » Cette femme, Chloé, a encore ramené sa famille aujourd'hui, obligeant tout le monde à l'appeler Madame la Présidente. Monsieur Ethan est resté enfermé dans son bureau à fumer toute la journée. J'ai entendu dire qu'il avait des ennuis avec des auditeurs à cause de fausses factures apportées par Chloé. Tous les ouvriers de l'usine sont inquiets. Nos salaires sont encore en retard ce mois-ci. J'écoutais sur le haut-parleur, regardant les jointures de Diane blanchir alors qu'elle agrippait le bord de la table. L'entreprise était l'œuvre de la vie de son mari, le gagne-pain de centaines de familles. Et maintenant, elle était piétinée par une femme sans valeur. Diane prit une grande inspiration, essayant de contenir sa fureur. Elle se tourna vers moi, les yeux flamboyants. « Tu vois, Mia, la vérité finit toujours par éclater. Cette femme n'aime pas Ethan, elle aime son argent. Elle attrape tout ce qu'elle peut parce qu'elle sait que ce bébé n'est pas un ticket repas permanent. » Je hochai la tête, l'esprit en ébullition. Ethan était tombé dans un piège qu'il s'était lui-même tendu. Il avait abandonné une épouse loyale qui savait économiser et construire pour une chercheuse d'or qui ne savait que dépenser et détruire. Les dîners de famille chaleureux avaient été remplacés par des fêtes extravagantes et sans âme. L'ordre avait été remplacé par le chaos et les mensonges. Je me souvenais des longues nuits passées avec Ethan à préparer des appels d'offres, des fois où j'avais sauté le déjeuner pour économiser de l'argent pour de nouvelles machines. L'Ethan du passé, bien qu'impulsif, avait encore de la passion. L'Ethan d'aujourd'hui, selon Maria, n'était qu'un homme faible manipulé par l'avidité et fuyant la réalité. Diane posa une main sur mon épaule, interrompant mes pensées. « C'est le moment, Mia. Prépare les documents. Demain, tu iras à la banque et au service des impôts en mon nom. Nous ne pouvons pas laisser l'entreprise s'effondrer. C'est l'héritage de ton beau-père, pas une mine d'or à piller. » Je regardai ma belle-mère et fis un signe de tête ferme. Conformément à la politique des ressources humaines, je devais retourner à l'entreprise une dernière fois pour finaliser le transfert de mon plan de retraite et d'autres formalités administratives. Je redoutais de mettre les pieds dans cet endroit, si chargé de souvenirs mitigés, mais je devais clore ce chapitre proprement. Je choisis un tailleur pantalon simple, appliquai un maquillage léger pour cacher ma fatigue, et pris une grande inspiration avant de franchir les portes vitrées familières. L'atmosphère était encore plus sombre et oppressante que ce que j'avais imaginé. L'énergie vibrante qui remplissait l'espace lorsque je gérais les choses avait disparu. La réception était déserte. Les plantes en pot dans le coin flétrissaient par manque de soins, leurs feuilles jaunes jonchant le sol. Quelques anciens employés m'aperçurent et me firent de petits signes de tête furtifs, leurs yeux fuyant nerveusement comme s'ils avaient peur d'être vus. Je leur souris pour les rassurer et me dirigeai vers le bureau des RH quand une voix aiguë et perçante coupa le silence gênant. « Tiens. Est-ce devenu un marché public ici? Les gens peuvent simplement entrer et sortir à leur guise. » Chloé sortit du bureau du PDG. Elle portait une robe de maternité de créateur ridiculement chère qui collait étroitement à son corps, soulignant son ventre encore discret. À son doigt étincelait une bague en diamant, je reconnus instantanément celle qu'Ethan avait promis de m'acheter pour notre 5e anniversaire de mariage. Chloé redressa le menton, les yeux pleins de mépris et de victoire, me regardant de haut comme si elle était une reine et moi, une humble servante. Je m'arrêtai et la regardai droit dans les yeux, la voix calme. « Je suis ici pour voir les ressources humaines afin d'obtenir mes derniers documents comme l'exige la loi. Je serai parti dès que j'aurai fini. Je ne dérangerai pas ton air pur. » Chloé poussa un rire bruyant et strident qui écorchait les oreilles. Elle s'approcha, son parfum lourd m'agressant le nez. Elle berça son ventre de manière théâtrale, parlant assez fort pour que tout le bureau puisse l'entendre. « Oh, s'il te plaît, ne t'embarrasse pas d'excuses. Tu as probablement déjà claqué ces $5000 et tu reviens en rampant pour en supplier Ethan. Je connais ton genre. Tu joues les durs quand tu pars, mais dès que tu as faim, tu reviens la queue entre les jambes. Mais tu arrives trop tard, Mia. Cette entreprise, cette maison et Ethan ils appartiennent tous à mon bébé et à moi maintenant. » Je serrai la bandoulière de mon sac à main, luttant pour contrôler ma colère. Je savais qu'elle essayait de me provoquer, de me faire perdre mon sang-froid et de m'entraîner dans une dispute hurlante au milieu du bureau. Je lui adressai un petit sourire de pitié. « Tu peux le garder. Je ne ramasse jamais ce que j'ai déjà jeté à la poubelle, peu importe tes efforts pour le polir.
Et tu devrais en profiter tant que ça dure. Les choses que l'on vole ne sont jamais vraiment à soi. Mes paroles firent mouche, son visage lourdement maquillé s'empourpra de rage. Elle me foudroya du regard, prête à se jeter sur moi, mais elle aperçut alors la silhouette d'Ethan à travers la paroi vitrée de la salle de conférence. Les yeux de Chloé s'agitèrent, puis elle fit quelque chose que je n'avais pas vu venir. Elle fit délibérément un croche-pied avec le pied d'une chaise, s'effondrant dramatiquement au sol. Elle se tint le ventre et poussa un cri perçant. Ah! Mon ventre? Ethan! À l'aide! Elle m'a poussé. Son cri résonna dans tout le bureau. La porte de la salle de conférence s'ouvrit brusquement et Ethan en sortit précipitamment, le visage figé par une panique pure. Il vit Chloé au sol, gémissant et pleurant, et moi debout à côté, essayant encore de comprendre son acte bizarre. Sans poser une seule question, sans même jeter un regard aux caméras de sécurité, il se précipita aux côtés de Chloé. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va? Est-ce que le bébé va bien ?» s'agita-t-il. Chloé sanglota contre sa poitrine, son doigt tremblant pointé vers moi. Je voulais juste lui dire bonjour, et elle m'a traité de briseuse de foyer. Puis elle m'a poussé. Ethan, s'il arrive quelque chose à notre fils, je ne veux plus vivre. Une vague de fureur submergea Ethan. Il se tourna vers moi, les yeux injectés de sang et brûlant d'une haine que je n'avais jamais vue auparavant, comme si j'étais son ennemi mortel, et non la femme qui avait partagé son lit pendant 5 ans. Il se leva d'un bond, se précipita vers moi et leva la main. Clac! La gifle atterrit violemment sur ma joue gauche, si forte qu'elle me fit chanceler. Ma tête tourna, mon oreille bourdonna. Je pouvais sentir le goût métallique du sang dans ma bouche. Tout le bureau tomba dans le silence. Les employés qui m'avaient autrefois respecté, que j'avais aidé, fixaient tous le sol, aucun n'osant prendre la parole. Le silence était si complet que je pouvais entendre se briser les derniers vestiges de mon cœur. Lentement, je relevai la tête et essuyai la trace de sang au coin de ma lèvre. Ma joue brûlait, mais mon cœur était de glace. Je regardais Ethan, sans larmes ni cris, mais avec un vide qui devait être terrifiant à voir. Cette gifle n'avait pas seulement blessé mon corps, elle avait anéanti toute affection persistante, tout fragment de respect, tout beau souvenir qu'il nous restait. Ethan fixa sa propre main, une lueur de choc dans les yeux. Peut-être même lui ne s'attendait-il pas à me frapper si fort, mais les gémissements pathétiques de Chloé le ramenèrent à sa cruelle réalité. Il pointa un doigt tremblant vers mon visage et hurla, « Sors! Sors d'ici tout de suite! S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je ferai de ta vie un enfer. Que je ne te revoie plus jamais. » Je regardais l'homme devant moi, un parfait étranger. Était-ce l'homme qui avait autrefois promis de me protéger pour le reste de ma vie? Je laissai échapper un rire doux et creux, plein de mépris. Merci pour la gifle, Ethan. Cela confirme que j'ai fait le bon choix en quittant cet endroit immonde. Souviens-toi de ce jour, car à l'avenir, même si tu t'agenouilles pour me supplier, je n'oublierai jamais cela. Puis je me détournai et partis, la tête haute. Je retournai à l'appartement avec la joue rouge et gonflée, l'empreinte de 5 doigts marquée sur ma peau. Diane préparait des légumes et fit tomber le bol avec fracas quand elle me vit. Elle se précipita, ses mains ridées tremblant alors qu'elle touchait doucement la marque cuisante sur mon visage. Elle n'eut pas besoin de demander qui l'avait fait, elle ne connaissait que trop bien le tempérament de son fils et le venin de sa maîtresse. Ses yeux devinrent rouges, mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, une rage froide et contenue s'installa sur ses traits. Elle me conduisit au lit et appliqua un baume apaisant sur ma joue, la voix basse et d'un calme dangereux. Il a osé te frapper. Il a osé te frapper pour cette sorcière. Très bien. J'allais lui donner un peu plus de temps pour se repentir, mais il semble qu'il ait choisi sa propre destruction. Elle se leva, se dirigea vers une vieille armoire en bois et récupéra un vieux téléphone portable simple qu'elle avait caché. Elle composa un numéro familier. C'était Monsieur Chen, l'avocat de confiance de son défunt mari, le seul qui détenait le testament original et les documents de procuration. La voix de Diane était brève et décisive. Monsieur Chen, lancez le processus de récupération des actifs. Déposez les injonctions auprès du tribunal et de tous les organismes compétents cet après-midi. On ne retient plus rien. Je veux que ce soit fait à fond. Au même moment, j'ouvris mon vieil ordinateur portable et branchai la clé USB de Diane. Les données preuves d'évasion fiscale,
caisse noire et contrat frauduleux qu'Ethan avait signé sous l'influence de Chloé s'affichèrent à l'écran. Je rédigeai un courriel anonyme, joignis toutes les preuves et l'envoyai aux lignes de dénonciation de l'IRS et de la Security and Exchange Commission. Les chiffres ne mentent pas, et il serait le verdict le plus sévère pour l'avidité et l'ignorance. 2 jours plus tard, par une matinée maussade, alors qu'Ethan était assis dans son bureau à rêver de projets à $1 milliard, sa porte s'ouvrit avec fracas. Ce n'était pas un employé, mais une équipe d'agents de l'IRS au visage sévère. Ils présentèrent un mandat pour un audit surprise, citant des preuves de faute financière grave. J'appris plus tard par Maria que le visage d'Ethan devint blanc comme un linge. Il bégaya, essayant de rester calme, et appela secrètement le chef comptable. Mais il avait oublié que l'ancien comptable compétent avait été licencié par Chloé, et que ces nouvelles recrues étaient complètement ignorantes, incapables de répondre aux questions incisives des agents. Chloé, qui se limait les ongles à proximité, pâlit de peur. Ses fausses douleurs à l'estomac de l'autre jour avaient miraculeusement disparu. Elle tenta de s'éclipser mais fut arrêtée par un agent qui lui ordonna de rester pour l'interrogatoire. Tout le bureau était en émoi. Dans notre petit appartement, Diane et je reçûmes la nouvelle sans la moindre émotion. Les roues de la justice tournent lentement, mais elles broient très finement. Ethan avait semé le vent, et maintenant il récolterait la tempête. Sa punition ne venait pas de ma vendetta personnelle, mais de son propre mépris de la loi et de la décence élémentaire. La nouvelle que Harrison Packaging faisait l'objet d'une enquête de l'IRS se répandit comme une traînée de poudre. Des partenaires commerciaux qui flattaient autrefois Ethan et lui tapaient dans le dos se retournèrent soudainement contre lui. Ils appelèrent pour annuler des commandes et exiger le paiement immédiat des dettes en cours, craignant que l'entreprise ne fasse faillite. Le téléphone d'Ethan ne cessait de sonner, non pas pour des félicitations, mais pour des menaces et des exigences sévères. Pire encore étaient les invités non désirés. Les usuriers avec lesquels Ethan s'était impliqué envoyèrent quelques hommes menaçants, lourdement tatoués, pour s'asseoir simplement dans le hall de l'entreprise et devant son manoir. Ils ne criaient pas et ne cassaient rien, ils restaient juste là à fumer et à fixer, leur regard froid glaçant le sang d'Ethan et de Chloé. Les comptes bancaires de l'entreprise furent gelés pour l'enquête, coupant tout flux de trésorerie. Ethan essaya désespérément de trouver de l'argent. Il vérifia tous ses comptes d'épargne personnelle, pour découvrir qu'ils avaient été systématiquement vidés par Chloé pour ses virées shopping et pour construire une nouvelle maison pour ses parents dans son pays. Le peu qu'il restait était une goutte d'eau dans l'océan comparé à la montagne de dettes qui s'accumulaient quotidiennement. Dans un effort de la dernière chance, Ethan décida d'hypothéquer l'usine et le manoir. Il trouva les titres de propriété et les licences commerciales dans son coffre-fort et appela avec impatience un courtier immobilier, croyant qu'il tenait encore toutes les cartes en main. Mais lorsqu'il apporta les documents à une société de titres pour entamer le processus, il fut frappé par une réalité bien plus douloureuse que ma gifle. L'officier repoussa le dossier sur le bureau. « Je suis désolé, monsieur, dit-il froidement. Ces actifs sont actuellement gelés en raison d'un litige de propriété. » La propriétaire enregistrée, une certaine Madame Diane Harrison, a déposé une injonction auprès de toutes les autorités compétentes pour bloquer toute vente ou transfert de propriété. Vous n'êtes que le gestionnaire autorisé, et il semble que votre procuration ait été officiellement révoquée ce matin. Ethan resta figé, les oreilles bourdonnantes. Le dossier glissa de ses mains, les papiers s'éparpillant sur le sol. Il ne pouvait pas y croire sa mère, la vieille femme sénile qui ne pouvait même pas aller aux toilettes toute seule. Il se souvint du regard acéré dans ses yeux le jour de son départ, de mon sourire calme, et un frisson lui parcourut l'échine. Il n'avait jamais été le propriétaire. Il n'était qu'une marionnette dansant sur une scène que sa mère avait construite. Et maintenant, la marionnettiste avait décidé de couper les fils. Chloé, debout à ses côtés, apprit la nouvelle et son visage devint livide. Elle commença immédiatement à hurler sur Ethan, le traitant d'incapable, d'imposteur. Les deux partenaires cupides commencèrent à se déchirer la même, en public, toute prétention d'amour ayant disparu. J'entendis l'histoire par Monsieur Chen et ne pus que soupirer. Quand l'argent vient à manquer, l'amour aussi. Ethan goûtait enfin à l'impuissance amère que j'avais endurée pendant si longtemps. Exactement 1 mois après la finalisation de notre divorce, je me tins devant le miroir, ajustant mon chemisier blanc impeccable et mon blazer noir cintré. Le reflet n'était pas celui d'une femme au foyer lassée et manquant de sommeil, mais celui d'une femme calme et déterminée. Diane était assise sur une chaise derrière moi, souriante. Son sourire me donnait toute la force dont j'avais besoin. Aujourd'hui, nous retournions à l'endroit d'où nous avions été chassés,
mais dans une fonction complètement différente. Au siège de l'entreprise, la tension remplissait la salle de conseil. Selon Maria, Ethan avait convoqué une réunion d'urgence pour tenter de forcer la vente rapide d'une ligne de production afin de rembourser les usuriers. Il était assis en bout de table, le visage émacié et mal rasé, ses yeux injectés de sang s'agitant nerveusement. Chloé était assise à ses côtés, son arrogance habituelle remplacée par une agitation anxieuse. La porte de la salle de conseil s'ouvrit. Monsieur Chen entra le premier, suivi de moi et de Diane. Notre entrée provoqua un tollé de stupéfaction. Ethan bondit sur ses pieds, sa chaise grinçant sur le sol. Il pointa un doigt tremblant vers moi. « Qui vous a laissé entrer ici ? » ?»« Sécurité. »« Faites-les sortir de mon bureau. » M. Chen posa calmement sa mallette sur la table et en sortit un document portant un sceau officiel. Sa voix résonna dans la pièce silencieuse. « Monsieur Harrison, membre du conseil, je suis ici pour annoncer qu'à partir de cet instant, Madame Diane Harrison a officiellement mis fin à toute autorité de gestion accordée à Monsieur Ethan Harrison en raison d'un manquement grave à ses obligations fiduciaires. De plus, Madame Harrison a transféré son plein pouvoir, y compris tous les droits de vote et opérationnels, à Mademoiselle Mia. Cette décision est juridiquement contraignante et prend effet immédiatement. » Ethan était sans voix, son visage vidé de toute couleur. Il fixa le document comme s'il s'agissait de son arrêt de mort. Les autres membres du conseil commencèrent à chuchoter, leur regard passant d'Ethan avec doute à un mépris ouvert. J'avançai et posai mes mains sur les dossiers sur la table, regardant mon ex-mari droit dans les yeux. « Ethan, je crois que tu es à ma place. » Chloé s'enfonça dans sa chaise. Elle savait que sa poule aux œufs d'or venait d'être plumée. Si mon arrivée avait choqué Ethan, la présence de Diane porta le coup fatal. Il avait toujours cru que sa mère était une vieille femme gâteuse perdue dans le passé. Mais la femme debout devant lui maintenant était une étrangère. Diane portait une élégante robe couleur prune, ses cheveux argentés coiffés en un chignon soigné. Son visage, bien que marqué par l'âge, dégageait une autorité indéniable. Elle marchait lentement mais sûrement, n'ayant besoin d'aucun soutien. Ses yeux perçants parcoururent la pièce avant de se poser sur son fils tremblant et indigne. « Bonjour à tous, dit-elle, la voix chaleureuse, mais chaque mot clair et autoritaire. Je m'excuse pour mon absence, qui a permis à certains événements malheureux de se produire. Je pensais que je vieillissais, que je devais prendre du recul et laisser la génération suivante prendre les rênes. Je n'aurais jamais imaginé nourrir un serpent dans ma propre maison. » Ethan bégaya, les lèvres frémissantes. « Maman, tu n'es pas malade. Tu m'as menti. » Diane eut un rire amer. « Si je ne l'avais pas fait, comment aurais-je pu voir ton vrai visage, mon fils ? Comment saurais-je que tu considérais ta propre mère comme un fardeau à jeter dans une maison de retraite ? Comment saurais-je que tu utilisais l'argent durement gagné de ton père pour gâter cette briseuse de foyer ? » Chaque question était un couteau tourné dans le cœur d'Ethan. Il s'effondra sur sa chaise, la tête entre les mains, incapable de soutenir le regard de sa mère. Chloé donnait l'impression de vouloir que le sol l'engloutisse. La pièce était d'un calme mortel. Je me tins aux côtés de Diane, sentant sa main trembler. Elle montrait un visage courageux, mais je savais que son cœur de mère se brisait. Diane prit une profonde inspiration et pointa la porte. La séance est levée. À partir d'aujourd'hui, Mia sera aux commandes. Quant à toi, Ethan, prépare les documents de passation et viens à l'appartement ce soir. Nous devons parler. Ce soir-là, Ethan se présenta à notre petit appartement avec l'air plus pathétique que je ne l'avais jamais vu. Sa chemise de créateur était froissée, sa cravate de travers, et il empestait l'alcool. Il entra en trébuchant et tomba à genoux devant Diane, sanglotant de manière incontrôlable. « Maman, j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. » C'était tout Chloé. Elle m'a manipulé. Elle m'a jeté un sort. Je suis toujours ton fils, maman. Ne m'abandonne pas. Ne prends pas l'entreprise. Je n'aurai plus rien, supplia-t-il, frappant sa tête contre le sol, rejetant toute la faute sur sa maîtresse. Je m'appuyai contre le mur, ne ressentant rien d'autre qu'une froide pitié. Diane était assise sur le lit, le visage de marbre. Elle le laissa pleurer tout son soul avant de sortir lentement un papier plié de sa poche. Elle l'ouvrit et le posa au sol devant lui. C'était l'accord qu'il avait signé avec empressement, renonçant à toute responsabilité envers elle en échange de me donner $5000.
Regarde bien, dit-elle, la voix tremblante de rage. À qui est cette signature? Le jour où tu as signé cela, tu as vendu ta mère pour une misère. Tu m'as appelé un fardeau. Tu as dit que ma vie ou ma mort n'avait plus rien à voir avec toi. Ethan fixa le papier, le visage livide. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais Diane lui coupa la parole. Ta signature, le sceau de ton avocat, c'est juridiquement contraignant. Selon ceci, je suis maintenant la mère de Mia, pas la tienne. Je suis une vieille femme qui a besoin de soins, et tu as officiellement renoncé à ce droit. Maman, ne fais pas ça. Je suis ton fils, gémit-il. Diane se leva et lui tourna le dos, les épaules secouées par les sanglots. Mon fils? Mon fils a laissé sa mère manger des restes froids. Mon fils est resté sans rien faire pendant que sa maîtresse m'insultait. Sors d'ici. Je n'ai pas de fils comme toi. Désormais, nous sommes des étrangers. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris. S'il vous plaît, partez, dis-je froidement. Vous avez choisi Chloé et la grande vie. Assumez votre choix. Vous ne méritez pas d'avoir les deux. Ethan se leva en chancelant, lança un dernier regard de désespoir à sa mère et sortit en titubant dans la nuit. Je fermai la porte et me retournai pour voir Diane s'effondrer enfin, le visage enfoui dans ses mains. Je la serrai dans mes bras, la laissant évacuer sa douleur. Le simple morceau de papier au sol avait rompu le dernier fil d'une famille. La nouvelle de la ruine d'Ethan se répandit rapidement. Le premier à quitter le navire fut, sans surprise, Chloé. Le lendemain matin, la sécurité m'appela pour m'informer qu'elle était au service comptabilité et qu'elle exigeait de l'argent liquide. Je souris. J'entrai pour la trouver en train de fourrer des dossiers et les sceaux de l'entreprise dans un grand sac à main de luxe. Elle sursauta en me voyant, laissant tomber un seau sur le sol. Son visage était un masque de panique, mais elle essaya tout de même de s'imposer. Dégage de mon chemin. C'est la propriété d'Ethan. J'y ai droit. Je croisai les bras. La propriété d'Ethan? Il est noyé sous les dettes. La voiture qu'il conduit est sur le point d'être saisie. Qu'est-ce que tu vas faire? Vendre ses papiers au poids. En entendant qu'Ethan était fauché, les yeux de Chloé s'agitèrent. Elle rejeta les dossiers sur le bureau avec un ricanement. Alors je pars, c'est certain. Je ne suis pas assez stupide pour couler avec ce perdant. Je suis jeune. Je suis belle. Je peux trouver un autre homme riche. À ce moment-là, Ethan fit irruption. Il avait entendu dire qu'elle essayait de s'enfuir. Il se figea en entendant ces paroles insensibles. Chloé, qu'est-ce que tu dis? Tu as dit que tu m'aimais. Que tu resterais à mes côtés. Et notre fils? Chloé se tourna vers lui, le visage tordu par un pur dégoût. T'aimais? Redescends sur terre, Ethan. J'aimais ton portefeuille. Maintenant tu es fauché et endetté. Tu crois que je suis folle? Et ce bébé? Elle tapota son ventre avec un rire cruel. Tu crois vraiment qu'il est de toi? Ça fait seulement 3 mois qu'on est ensemble. Je suis enceinte de 4 mois. Il est de mon ex. Tu n'étais que l'idiot de service qui allait payer pour tout ça. Pauvre fou. Ethan poussa un rugissement de douleur primale et se jeta sur elle, mais la sécurité le retint. À ce moment, 2 inspecteurs de police entrèrent. Mademoiselle Chloé Vance, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds. Nous avons des preuves que vous avez créé des factures frauduleuses pour voler plus de 2 millions de dollars à cette entreprise au cours des 6 derniers mois. Des menottes froides se refermèrent sur ses poignets. Elle hurla et se débattit, mais ce fut inutile. Ethan se laissa glisser le long du mur, les yeux écarquillés et vides, regardant l'amour de sa vie se faire emmener. La pièce était finie. La vérité était brutale. Il avait tout perdu, son argent, sa famille, son amour et sa dignité. C'était le prix qu'il payait pour sa trahison. Après l'arrestation de Chloé, Ethan se retrouva avec rien d'autre qu'une montagne de dettes personnelles. Il retourna au manoir, désormais flanqué d'un avis de saisie scotché sur la grille. La maison était étrangement silencieuse. Il s'effondra sur le canapé en cuir coûteux, un frisson le parcourant. Son estomac grogna, il n'avait pas mangé de la journée. Par habitude, il appela « Mia, j'ai faim. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger ?» La seule réponse fut l'écho de sa propre voix dans la maison vide. Il se traîna jusqu'à la cuisine.
Le réfrigérateur était vide, à l'exception de quelques bouteilles d'eau et d'un pot de pâté moisi. Il le lança contre le mur de rage. Il se laissa tomber sur le carrelage froid de la cuisine et commença à pleurer. Dans sa faim et sa solitude, les souvenirs de moi envahirent son esprit. Il se souvint des bols de ramen chaud que je lui préparais après une soirée tardive. Mes mains massant ses tempes quand il avait la gueule de bois. Je n'avais jamais demandé de sac de créateur ou de bague en diamant, seulement qu'il rentre pour le dîner à l'heure. Il se souvint comment j'avais supporté ses cigarettes constantes quand j'étais enceinte et malade, ouvrant discrètement une fenêtre et lui préparant de l'eau citronnée sans un mot de reproche. Il pleura comme un enfant, comprenant enfin qu'il avait jeté un trésor inestimable pour une imitation bon marché. Le lendemain matin, la sonnette retentit sans cesse. C'était une nounou qu'il n'avait jamais vue avec Léo à ses côtés. « Chloé est partie » dit la femme brusquement, poussant Léo vers lui. « Elle ne m'a pas payé pour le mois. C'est votre problème maintenant. » Elle fit demi-tour et partit. Léo commença immédiatement à hurler. « Où est Chloé ? Elle a promis de m'emmener manger des nuggets. J'ai faim. » Ethan s'agenouilla pour serrer son fils dans ses bras, mais Léo le repoussa. « Je ne veux pas de câlin. Tu sens mauvais. Je veux mon iPad. » « Charge mon iPad, cria-t-il, le visage contorsionné d'une manière qui reflétait parfaitement celle de Chloé. Ethan regarda avec horreur. Les années de gâterie avaient transformé son fils en monstre. Toute sa frustration accumulée explosa. Il donna une fessée à Léo. « Tais-toi. La famille est en difficulté et tout ce que tu sais faire, c'est exiger des choses. » C'était la première fois que son père le frappait. Léo se figea une seconde, puis éclata en sanglots hystériques, se jetant au sol. « Tu es méchant. Je te déteste. Je veux maman Mia. Maman Mia ne me frappe jamais. » Entendre Léo m'appeler fut le dernier coup de couteau dans le cœur d'Ethan. Il fixa sa main, puis son fils, et se précipita pour le serrer contre lui, sanglotant de manière incontrôlable. « Je suis désolé, Léo. Je suis tellement désolé. C'est ma faute. » Il réalisa qu'il avait donné à son fils tout ce que l'argent pouvait acheter, mais qu'il lui avait volé la seule chose dont il avait vraiment besoin, l'amour d'une mère. Cet après-midi-là, le père et le fils mangèrent des nouilles instantanées dans la cuisine froide et silencieuse. Léo reniflait en mangeant, ses larmes tombant dans le bouillon salé. Ethan l'observait, le cœur lourd. Il savait que le chemin pour réparer son fils et se réparer lui-même serait long et difficile. C'était le prix qu'il devait payer. Pendant qu'Ethan touchait le fond, je remontais la pente avec détermination. Reprendre une entreprise défaillante était un défi monumental. Je travaillais jour et nuit, démêlant le désordre financier laissé par Chloé, restructurant la dette et rétablissant la confiance avec les partenaires. Je ne régnais pas avec une main de fer comme Ethan, ni avec une manipulation coquette comme Chloé. J'utilisais la sincérité et le travail acharné. Je mangeais avec les ouvriers de l'usine, j'écoutais leurs préoccupations et je promettais de payer leur salaire, même si cela signifiait vendre mes propres bijoux. Leur loyauté devint le socle de notre redressement. Diane était mon associée silencieuse, ma conseillère. « Tu es un diamant brut, Mia, me dit-elle un jour, en me regardant diriger une conférence téléphonique. Plus il y a de pression, plus tu brilles. » Je changeais aussi d'apparence. Je coupais mes cheveux courts et portais des costumes chics et élégants. Ma confiance grandit. Des gens qui me considéraient autrefois comme une femme trophée me voyaient désormais comme une femme d'affaires redoutable. Un après-midi, j'obtins une nouvelle ligne de crédit d'un directeur de banque qui avait auparavant refusé de rencontrer Ethan. « Je crois en vous, mademoiselle Mia, dit-il en me serrant la main. Et je crois en l'héritage de Diane Harrison. » En sortant de ce gratte-ciel, je sentis le soleil sur mon visage et respirai l'air de la liberté. J'avais prouvé qu'une femme n'a pas besoin d'un homme pour réussir, elle a juste besoin de croire en elle-même. C'est alors qu'Ethan se présenta à mon nouveau bureau. Il avait l'air épuisé et vaincu. Il vit l'espace moderne et prospère et ses yeux se remplirent d'un mélange d'envie et de désir. « Mia, commença-t-il, je savais que tu pouvais le faire. Je suis si fier de toi. » J'ai réfléchi. Pour le bien de Léo, nous devrions nous remettre ensemble. Je te soutiendrai. Je sais que tu m'aimes encore. Tout cela n'était que pour me donner une leçon, n'est-ce pas? Je le regardais avec un mélange de pitié et d'incrédulité. Son arrogance était si profondément ancrée, il pensait toujours que le monde tournait autour de lui.
Je lui servis calmement une tasse de thé. Ethan, réveille-toi. J'ai récupéré cette entreprise pour tes parents, pas pour toi. J'ai pris soin de ta mère parce que c'est une femme bien, pas à cause de toi. Et nous remettre ensemble? Je ne fouille pas dans les poubelles pour chercher ce que j'ai déjà jeté. Léo est le bienvenu dans ma vie à tout moment. Toi, non. Son visage se décomposa. Mais pourquoi es-tu si cruel? Je ne suis pas cruel, Ethan. Je suis libre. Après que je l'eus fermement rejeté, Ethan ne partit pas tout de suite. Il resta assis là, dégonflé. Je soupirai et fis infuser un pot du simple thé au lotus que j'aimais. Il l'appelait autrefois de l'eau de campagne sans goût. Il en prit une gorgée. C'est bon. Je ne l'avais jamais apprécié auparavant. Tu t'es souvenu que j'aime le thé chaud. Tu te trompes, dis-je doucement. Tu aimes le café noir, sans sucre. C'est mon thé préféré. En 5 ans de mariage, tu ne l'as pas remarqué une seule fois. Sa main se figea. Tu te souviens de mon 28e anniversaire, continuai-je. Tu m'as offert un énorme bouquet de roses rouges, te vantant d'être si romantique, mais tu n'as jamais su que je suis allergique aux roses. J'ai passé la nuit à me gratter et à prendre secrètement des antihistaminiques pour ne pas gâcher ton humeur. J'aime les lys blancs tout simples, Ethan. J'aime la nourriture épicée, pas les steaks saignants que tu me forçais à manger lors des dîners d'affaires. J'aime la musique folk et lire les jours de pluie, pas les fêtes bruyantes où tu me traînais comme un accessoire. À chaque mot, sa tête s'abaissait davantage. Il réalisa que la femme avec qui il avait vécu pendant 5 ans lui était une parfaite étrangère. Il ne m'avait jamais aimé, il avait seulement aimé le confort que je lui procurais. Je suis désolé, murmura-t-il. J'étais si égoïste. Ce n'était pas seulement de l'égoïsme, dis-je en regardant par la fenêtre. C'est que je n'ai jamais été assez importante pour que tu fasses attention. Tu considérais mes sacrifices comme acquis. Maintenant que tu as tout perdu, tu ressens des regrets. Mais tu ne regrettes pas de m'avoir perdu, tu regrettes d'avoir perdu le confort que je te donnais. Il essaya une dernière fois, jouant la carte de la famille. Mais qu'en est-il de maman? Ne penses-tu pas qu'elle veut son fils à ses côtés? Je me retournai pour lui faire face, le regard acéré. Laisse-moi te poser une question, Ethan. Si ma belle-mère n'était pas l'actionnaire majoritaire d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, si elle n'était qu'une pauvre vieille femme malade n'ayant rien à son nom, recroquevillée dans ce minuscule appartement, serais-tu ici aujourd'hui, à supplier pour revenir? Ou l'aurais-tu laissé s'étioler, oublié? Il ne put répondre. Le silence fut sa confession. Tu n'aimes pas ta mère. Tu aimes son argent, dis-je d'une voix plate. Tu ne m'aimes pas, ni Léo. Tu veux juste un port sûr pour fuir tes dettes. Tu es pathétique, Ethan. J'ouvris la porte. Adieu. N'utilise plus jamais les mots famille ou amour avec moi. Tu les as rendus vulgaires. Il sortit de mon bureau en trébuchant, comme un homme brisé. 1 an passa. Ethan termina sa cure de désintoxication obligatoire et son année de travaux manuels. Il se présenta une dernière fois avant de déménager pour prendre un emploi qu'un ami lui avait proposé. Il était plus svelte, plus bronzé, ses mains étaient calleuses, mais son regard était clair. Il me remercia pour tout, pour l'avoir sauvé, pour avoir élevé Léo, pour avoir pris soin de sa mère. Puis il me regarda avec une lueur d'espoir. Mia, si je travaille dur, si je deviens un homme meilleur, dans 1 an ou 2, pourrais-tu nous donner une autre chance? Je regardai l'homme qu'il était devenu. Le changement était réel, mais les cicatrices sur mon cœur, bien qu'estompées, restaient présentes. Un vase brisé peut être recollé, mais les fissures seront toujours visibles. Je lui adressai un dernier sourire doux. L'avenir n'est pas écrit, Ethan. Va vivre ta vie pour toi-même, pour ton fils, pour ta mère. Ne fais pas de moi ton objectif. Ton objectif devrait être de devenir la meilleure version de toi-même. Quant à nous, laissons faire le destin. Il comprit que ce n'était pas la réponse qu'il voulait, mais c'était celle dont il avait besoin. C'était la dernière gentillesse que je pouvais offrir à l'homme qui fut autrefois mon mari. Après son départ, je réservai 2 billets pour une croisière 5 étoiles dans les Caraïbes. Il était temps pour Diane de voir le monde. Elle protesta contre le prix, mais j'insistai, tu as travaillé toute ta vie, maman. Il est temps d'en profiter. Nous avons acheté de nouveaux vêtements, des soies éclatantes et des écharpes élégantes.
La voir tournoyer devant un miroir, un sourire timide et heureux sur le visage, remplissait mon cœur d'une joie tranquille. À l'aéroport, nous n'étions plus la femme au foyer lassée et la mère oubliée. Nous étions deux femmes confiantes et rayonnantes, prêtes pour l'aventure. Ethan nous appela en vidéo depuis un chantier poussiéreux, les yeux remplis d'un regret profond et indicible en nous voyant, heureux et libres, sur le point d'embarquer dans un avion vers le paradis. Il nous souhaita bonne chance, la voix étranglée par l'émotion. Il était le spectateur de la vie magnifique qu'il avait jetée. Le navire de croisière massif fendait l'eau turquoise, laissant derrière lui la terre et tous ses problèmes. Diane et moi nous tenions sur le pont, la brise marine dans nos cheveux, l'horizon infini devant nous. « C'est magnifique » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « J'aimerais que ton beau-père puisse voir ça. » Je passai mon bras autour d'elle. « Il le peut, maman. Il est dans ton cœur et dans la famille que nous avons reconstruite. » Nous étions là, deux femmes ayant survécu à la trahison et au chagrin, désormais capitaines de nos propres destins. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Peut-être trouverais-je à nouveau l'amour, peut-être pas. Mais je savais que je ne me contenterais plus jamais de moins que ce que je mérite. La corne de brume du navire retentit, un long souffle triomphant. Alors que nous naviguions vers notre prochaine escale, je me tournai vers ma belle-mère, ma meilleure amie, ma vraie famille. « Viens, maman, dis-je en souriant. Allons dîner. On m'a dit que le homard est incroyable. » Nous avons marché bras dessus, bras dessous sur le pont inondé de soleil. Un nouveau monde de possibilités nous attendait. Mon voyage vers le bonheur ne faisait que commencer.